Revenons à Benjamin. Pour nous, le fait que son essai ne s'ouvre qu'à un commentaire signale en creux le lien entre commentaire et traduction. De ce lien immémorial est lié à l'immémorial. Benjamin a parlé dans sens unique. Le commentaire et la traduction ont avec le texte les mêmes rapports que le style et la mimésis avec la nature, le même phénomène considéré de manière différente. Sur l'arbre du texte sacré, ils ne sont tous les deux que les feuilles qui bruissent éternellement. Sur l'arbre du texte profane, les fruits qui tombent le moment venu. Si ce qui vient d'être dit du commentaire est pertinent, il s'ensuit, et cela renvoie à la seconde remarque de Cresta, que tout commentaire d'un texte étranger ne peut exister qu'à partir de l'original, de l'œuvre dans sa langue. Oui, il ne saurait y avoir de commentaire autorisé d'un texte traduit, non seulement parce que ce texte ne serait pas fiable, mais parce que le commentaire se déploie dans la dimension de la traduction. Il joue simultanément sur l'éclaircissement de l'original et sur sa traduction, pièce par pièce, au fur et à mesure de son déroulement. Chaque explication de mots, de phrases, de tournures est simultanément sa traduction. Commenter un texte traduit, cas fréquent, c'est se mouvoir dans le seul élément du sens, alors que par nature, le commentaire est commentaire de la lettre. Dans le texte traduit, le rapport du sens à la lettre est tel qu'il ne permet pas un commentaire de la lettre, mais seulement une analyse du sens. Le texte d'une traduction n'étant pas une lettre, il ne peut exister stricto sensu de commentaire d'une traduction. Le dogmatisme de ces affirmations s'atténuera à mesure que nous pénétrerons la tâche du traducteur. Il peut y avoir cependant un commentaire de l'original qui s'accompagne d'une analyse de sa traduction ou de ses traductions. Ce mode de commentaire pour un texte étranger est même le plus fécond. Il est plus ouvert puisqu'il ouvre le texte à tous ceux qui ne connaissent pas la langue de l'original. Il est plus radical à plusieurs titres. À travailler sur l'original et sur sa traduction, il donne accès à la fois à la langue de l'original, à la manière dont poésie et pensée s'y déploient, et au propre travail traductif. Car ici, le commentaire se dédouble. Il devient un commentaire de l'original, de sa lettre, et analyse de sa traduction, de la manière dont la lettre de l'original a été transmise. Il est fatalement amené ensuite à retraduire, ou plutôt à traduire sur le mode de la retraduction, c'est-à-dire sur le mode le plus critique, le plus accompli de la traduction. Mieux encore, le fait d'avoir affaire à l'original dans sa langue et dans une autre langue permet d'éclairer multiplement le texte et de rapprocher le commentaire de son essence traductive. Il existe une première traduction française de la tâche du traducteur, celle de Maurice de Gandillac, introducteur de Benjamin en France. On prétend communément qu'elle est mauvaise. Nous dirons et redirons qu'elle présente les défaillances structurelles de toute première traduction. Cresta dit très bien. Ces textes capitaux de Benjamin sont mal traduits, ou du moins mériteraient d'être retraduits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, et c'est capital pour une réflexion sur le traduire. Non moins capital est la reconnaissance que nous devons à Maurice de Gandillac et au don qu'il nous a fait dans les années 60. Il s'agira pour nous de travailler avec le texte allemand et avec la version de Gandillac. Ainsi, notre réflexion sur un texte consacré à la traduction s'accompagnera d'un travail de retraduction de ce texte. Ce travail restera néanmoins en deçà des exigences propres à une véritable retraduction. Je n'ai pas défini ce qu'est un commentaire. Une telle définition se donnera d'elle-même au fil du commentaire. En fait, tout commentaire étant commentaire de commentaire, son essence transparaîtra peu à peu. Il n'a pas été question non plus de méthodologie, justement parce que les questions de méthode sont étrangères au commentaire. Il devrait apparaître progressivement que ce type de rapport à un texte a ses lois, aussi rigoureuses et contraignantes que celles de n'importe quelle méthode, voire plus. En tout état de cause, ce commentaire a ses modèles, ou du moins ses sources d'inspiration. Le commentaire d'Alain, de Michel Alexandre, de Heidegger, de Romano Guardini, de Lévinas, de Derrida, certes, tous différents les uns des autres, n'auront guère quitté mon esprit quand je me suis lancé dans cette tentative. Mais plus que ces lecteurs, si décisives au cours des années, aura compté le passage de sens unique déjà cité et que je vais citer à nouveau, parce qu'il domine en chacune de ces phrases le commentaire de la tâche du traducteur. Le commentaire et la traduction
ont avec le texte les mêmes rapports que le style et la mimésis avec la nature, le même phénomène considéré de manière différente. Pourquoi ce texte a-t-il si intensément résonné en moi? Peu importe la réponse, nous souhaitons seulement que nous approche la tâche du traducteur, notre approche de la tâche du traducteur soit reichseitig. Nous aborderons la tâche du traducteur par une série de réflexions préliminaires. Les premières concernent certaines caractéristiques de la pensée, du mode de pensée de Benjamin. Les secondes, la place de la traduction dans la vie de l'œuvre de cet auteur. La métaphysique du langage. Outre la lecture de la tâche du traducteur, notre commentaire présuppose celle de deux autres textes de Benjamin, sur le langage en général et sur le langage humain, et sur le pouvoir d'imitation. Il convient de lire également les deux tomes de sa correspondance, bien que pour l'interprétation de la tâche du traducteur, la connaissance de la totalité des écrits de Benjamin soit souhaitable. La lecture de ces textes fournit un point de départ solide. Il y a là l'essentiel de ce que cet auteur a écrit sur le langage et la traduction. Aux yeux de Benjamin, la tâche du traducteur appartenait à un ensemble plus vaste, à une métaphysique du langage, dans laquelle le concept de traduction occuperait une position centrale, plus centrale que dans les philosophies traditionnelles du langage. D'une certaine façon, ce concept vient remplacer celui, honni par Benjamin, de communication. Cette métaphysique du langage est sous-jacente dans tous ses écrits, du début à la fin, mais Benjamin ne l'a jamais développée systématiquement. Elle préside néanmoins à l'écriture de la tâche du traducteur, ce qui explique l'extrême importance que l'auteur attachait à ce texte. Dans une lettre à son ami Scholem, il écrit « Mais il s'agit là d'un sujet qui pour moi occupe une position si centrale que j'ignore encore si au stade actuel de ma pensée, je puis le développer avec une suffisante liberté, à supposer que j'arrive à l'expliciter dans sa généralité. La métaphysique du langage de Benjamin est fondée sur un credo qu'il a une fois formulé de la sorte à Hofmannsthal. Toute vérité a sa demeure, son palais ancestral dans la langue. Ce credo renvoie à son tour à un postulat plus fondamental, et jamais thématisé comme tel par Benjamin, que la langue est avant tout une demeure, un palais ancestral. Au nom de ce postulat, Benjamin critique une théorie de la langue qui en fait un simple moyen de communication ou un simple système de signes. Si le langage est demeure, il n'est ni moins en vue de ni instrument. Benjamin l'a encore exprimé autrement en disant que la langue est un médium, un milieu. Le langage est le milieu de toutes les communications, mais n'est pas communication lui-même. Ce médium n'est pas indifférencié, il contient des zones plus ou moins denses, et le passage d'une zone moins dense à une zone plus dense, c'est la traduction. Dans l'image de la demeure, il n'est pas difficile de reconnaître la métaphore primordiale du langage, qui parcourt toute la tradition allemande, de Luther à Grimm et à Heidegger. Pour Benjamin, comme pour cette tradition, la langue ne peut apparaître que comme demeure, et même comme la demeure. En vérité, Benjamin reprend la problématique du langage, telle que l'avait posée au XVIIIe siècle Hoffmann face à Kant. La raison pure, qui est le domaine thématique propre à ce philosophe, s'enracine dans la langue et ses formes. Hamann disait « Langage, père de raison et révélation, son alpha et son oméga ». Mais aussi éloquent que Démosthène, je ne pourrais faire mieux que répéter 3 fois un seul et même mot. La raison est langage, logos, tel est l'os moelleux que je ronge et que je me crève à ronger. La référence à Hamann est explicite sur le langage en général et sur le langage humain, et le développement d'une métaphysique du langage comme élargissement de la métaphysique de la raison de Kant est posé dans un autre texte de la même période, sur le programme de la philosophie qui vient. Au-delà de la conscience que la connaissance philosophique est absolument certaine et a priorique, au-delà de la conscience de ces aspects de la philosophie que l'identifient à les mathématiques, Kant a complètement négligé le fait que toute connaissance philosophique a son unique expression dans le langage, non dans des formules et des nombres. Dans un tel contexte, la traduction va apparaître comme l'une des voies royales conduisant à la métaphysique du langage. Cette métaphysique est une métaphysique de la langue pure. Une telle expression, qui apparaît d'abord sur le langage en général et sur le langage humain, et joue un rôle central dans la tâche du traducteur, ne renvoie pas seulement à la langue académique, qui, dans la Bible, préexiste au morcellement des langues de la tour de Babel,
Elle est la corrélation exacte de l'expression kantienne raison pure. La raison pure est fondée sur le langage pur, c'est-à-dire ce langage qui préexiste à toutes les langues empiriques et fait d'elles des langues. Le langage pur est l'effet ultime de la réflexion philosophique, en tant que langage de la vérité. Les langues empiriques à la fois le contiennent et le recouvrent, à la fois le désignent et l'abâtardissent. La tâche de la philosophie est de le découvrir, et c'est également celle, on le verra, de la traduction. De là la parenté de la philosophie et de la traduction pour Benjamin. À la métaphysique du langage pur correspond également une critique théorique, pratique et éthique des dégénérescences de la langue, de tout ce qui fait, dans tous les domaines, littéraires, philosophiques, politiques, que la langue menace d'être réduite à un pur bavardage, à un pur système de signes sans essentialité propre. Comme nous, Benjamin percevait que la demeure du langage était menacée, et plus radicalement à notre époque qu'à aucune autre. Comme nous, il voyait dans la traduction l'une des formes de préservation de sa demeure. Défendre la langue comme médium fondamental de l'expérience et de l'existence humaine était pour lui un impératif catégorique. On peut retrouver cette critique un peu partout dans ses écrits du début, à la fin de sa vie. Néanmoins, je l'ai dit, la métaphysique de la langue n'a jamais été pleinement développée chez lui. Elle se trouve dans ses textes, soit à l'état programmatique, soit à l'état fragmentaire et latent. 5 caractéristiques de la pensée de Benjamin. Le torse et le fragment. S'il y a une image qui caractérise l'œuvre de Benjamin, c'est celle de torse, ou encore celle de fragment. Tout ce qu'il écrit se tient sous ce signe, et il en a donné à l'occasion la théorie. Le torse, la statue mutilée dont ne reste que la partie centrale, poitrine, cœur et sexe. Un poème de Riquet, l'un des rares que Benjamin appréciait, torse archaïque d'Apollon, célèbre la force rayonnante de cette forme qui est celle de l'œuvre brisée, s'accomplissant dans sa brisure. Toutefois, les textes de Benjamin ne sont pas fragmentaires, au sens où ils seraient incomplets. C'est plutôt parce que chacun de ces textes est achevé, absolument plein et terminé, qu'il est aussi irrémédiablement fragmentaire, qu'il est torse. Le lecteur est, pour ainsi dire, en face d'esquisses définitives, qui n'en sont pas moins des esquisses, si bien qu'à chaque fois, pour développer tel ou tel axe de sa pensée, Benjamin doit le reformuler entièrement et de manière neuve. Il n'y a pas de continuité d'un texte à l'autre au sens d'une progression. Un texte se développe, s'achève en lui-même et s'arrête. Un autre effectue un mouvement semblable et s'inscrit sur le mode de la non-suite, dans une sorte de constellation avec les autres textes. On retrouve ce caractère jusque dans ses lettres, et même dans ses traductions, puisque Benjamin juge insuffisante celle qu'il a faite de Baudelaire. Cela vaut mutatis mutandis pour tous les textes de Benjamin. Le traducteur français de sa correspondance a très vastement écrit, très justement écrit. On dirait une trame sans cesse rompue de chapitre parfait, les feuillets d'un livre resté non écrit. Cet inachèvement paradoxal, puisqu'il n'exclut pas un certain achèvement, se retrouve au niveau des concepts qui sont rarement explicités ou développés, si bien que comprendre Benjamin signifie rechercher les lieux où telle pensée apparaît sous un visage terminologique différent et tenter de reconstituer la constellation à laquelle appartient le concept employé. C'est du reste le travail que Benjamin avait effectué pour les labyrinthiques fragments de Novalis et Schlegel. Il s'agit de chercher la systématicité sous-jacente de cette écriture brisée qui tire sa force de sa brisure. Le divers est le même. Lire la totalité des écrits de Benjamin, c'est rencontrer une absolue diversité, tant du point de vue thématique que du point de vue des genres. On aurait du mal à reconnaître dans Sens unique ou Une enfance berlinoise l'auteur des essais spéculatifs sur le langage, à reconnaître dans tel article sur les jouets celui de la tâche du traducteur. Cette diversité ne s'explique pas seulement par l'évolution de la pensée de Benjamin. Il y a un abîme entre l'abstraction des grands textes théoriques et le minutieux sens du concret d'une enfance berlinoise. Mais cela n'est que la moitié de la vérité. Quel que soit son contenu et sa forme, l'écriture de Benjamin se meut dans le même élément. Si bien qu'il faut affirmer que cette pensée est à la fois hétérogène et une. À cela fait allusion un très beau passage d'Une enfance berlinoise où Benjamin évoque ses chaussettes d'enfant roulées, de telle sorte que chacune a l'air d'une petite bourse. Dans cette bourse, le jeune garçon cherche la chaussette du dedans. Il constate alors que la chaussette du dedans était bien tout entière déroulée,
est sortie de la bourse, mais celle-ci n'était plus là. Pas assez souvent à mon gré, je pus ainsi faire l'expérience de cette vérité énigmatique, la forme et le contenu, l'enveloppe et l'enveloppé, la chaussette du dedans et la bourse sont une seule et même chose. Une seule chose et une troisième aussi, il est vrai, cette chaussette, fruit de leur métamorphose.